on se retrouve pour cette nouvelle conférence Bourse Live, les rencontres, troisième édition. Comment investir dans l'immobilier avant 35 ans? Voilà une très bonne question. Et pour en parler avec nous, j'ai le plaisir de retrouver Xavier Royer, responsable relations clientèle distribution chez Swiss Life Asset Manager France. Bonjour Xavier. Bonjour Laurent. Déjà, avant même de commencer, tiens, on va faire les choses bien. Introduction, est-ce que vous pouvez, Xavier, nous présenter rapidement Swiss Life Asset Manager France, voilà, aux internautes, investisseurs qui ne vous connaîtraient pas? Exactement. Du coup, Swiss Life Asset Manager France est une filiale du groupe Swiss Life, qui est sûrement beaucoup plus connu de vos téléspectateurs. Et Swiss Life Asset Manager va avoir en fait deux particularités. Premièrement, ça va être une société de gestion immobilière. On est l'un des leaders européens sur le marché de l'immobilier avec à peu près 110 milliards d'encours sous gestion. Et on va gérer les trois métiers de l'immobilier. Donc, on est présent vraiment sur l'ensemble de la chaîne de valeur immobilière. On a à peu près 1800 personnes qui sont dédiées sur le marché de l'immobilier. 6 pôles de gestion partout un petit peu en Europe. Et une autre particularité, on va être une société de gestion aussi bien immobilière que financière. Ouais, donc vous et avez au les global, deux aspects. exactement, Ouais. et au global, 250 milliards d'encours sous gestion. Bon, 250 milliards d'encours sous gestion. Une vraie expertise sur le sujet, ça tombe bien Xavier, parce qu'on entend beaucoup de choses sur le marché immobilier depuis le début de l'année. Pas forcément positif d'ailleurs. Alors là aussi, question simple, comment ça se présente pour le marché immobilier en 2023, au moment où on se parle? Alors, du coup, sur le marché de l'année 2023 et notamment du marché de l'immobilier, je scindrai ma réponse en deux parties. Ouais. Premièrement, sur le marché résidentiel, donc plus le marché du particulier. On le voit depuis l'été 2022, on a une baisse de volume des transactions, à peu près de 5,5%. Depuis le début de l'année en 2023, on est sur le même constat, toujours une baisse des volumes de transactions, même qui a augmenté. On est à peu près à -8 à fin février. Pourquoi? Parce qu'on a une remontée des taux, on a un contexte inflationniste. Et il ne faut pas oublier aussi, on est dans un contexte où vous avez la rénovation obligatoire, notamment de l'énergie, des appartements. Des bâtiments. Exactement, c'est ça. Très cher parfois. Forcément, ça coûte cher. Avec la remontée des taux, on peut se poser des questions du coup sur le financement. Ouais. Autre point, sur les prix, on voit qu'il y a une baisse aujourd'hui des prix de l'immobilier. À fin mai, on est à peu près sur une baisse de -0,3% sur du coup les indices de 9 mois. Ouais. Baisse qu'on avait prédit depuis de nombreuses années, ça y est, cette fois-ci on y est. Hein. Exactement, c'est ça. Sur la partie plus institutionnelle, donc le marché des entreprises, là on va être sur le même constat, toujours une baisse des volumes de transactions. On a toujours des prix qui continuent de baisser, même si on voit que la remontée des taux semble se stabiliser. On l'a vu notamment avec la BCE et la Fed qui a commencé à stopper sa hausse des taux. La BCE a encore augmenté de 0,25. Continue, hein, chez nous. Exactement, ça continue, mais on a toujours un petit peu de retard par rapport aux États-Unis. Néanmoins, on pense que la reprise devrait intervenir à partir du T4, donc à partir de la fin de l'année. Et du coup, ça peut être intéressant d'y aller en ce moment. Pourquoi? Parce qu'on le voit bien sur la partie des loyers, vous n'avez toujours pas de baisse sur les loyers. Au contraire, les loyers tiennent bon. Pour peu qu'en fait les immeubles soient bien placés, vous continuez à avoir une hausse des loyers. Aujourd'hui, on voit que la demande locative est beaucoup plus centrée sur la centralité justement des immeubles. Et du coup, si votre immeuble est bien placé, vous pouvez encore réussir à augmenter vos loyers. Donc, pour résumer et pour que ça soit un petit peu plus transparent, vous avez aujourd'hui une baisse de l'immobilier, vous avez des loyers qui continuent d'augmenter. Donc, forcément, les immeubles qu'on va acheter ou qu'on achètera demain seront sur des rendements qui sont plus intéressants. Donc c'est pour ça que ça peut être une belle opportunité d'investir aujourd'hui et de rentrer sur le marché immobilier. Donc de la baisse, un mouvement tendanciel de baisse, pas de crack forcément comme on l'annonce parfois ou quelque chose de beaucoup plus brutal, Xavier? Non, pas du tout. Là-dessus, si on choisit bien la centralité, si on choisit bien nos immeubles, il n'y a pas de problème dessus. Il faut de la sélectivité. Hein. Exactement. Ce sera le point important. On est là pour parler justement investir dans l'immobilier avant 35 ans. Je pense que pour les jeunes actifs qui nous regardent, la première étape, en tout cas le premier désir, le premier souhait, c'est l'acquisition de la résidence principale. On l'a dit, les taux remontent, il y a de la rénovation énergétique. Est-ce que c'est encore possible dans les conditions actuelles, Xavier? Oui, c'est toujours possible effectivement d'acquérir un bien aujourd'hui, même si on voit que les conditions sont beaucoup plus compliquées que par exemple il y a un an. Pourquoi? On le voit, l'apport a pas mal augmenté. Maintenant, les banques demandent d'avoir un apport entre 20 et 30%. Très bon dossier. Hein. Exactement, il faut avoir un très bon dossier. Avant, c'est vrai qu'on pouvait emprunter avec un bon dossier, mais on n'avait pas forcément besoin d'un apport. Vous avez les taux qui ont fortement augmenté. Du coup, forcément, avec une même mensualité, vous avez du coup un achat qui va être beaucoup moins important, un montant d'achat qui va être beaucoup moins important. Si on prend par exemple un exemple, l'année dernière, en janvier 2022, pour 1 270 €, on arrivait à acheter à peu près 300 000 € pour un appartement. Aujourd'hui, avec des taux à peu près de 3%, vous ne pouvez plus qu'à acheter 257 000 €. Donc on voit bien que du coup, vous avez une perte sur le montant que vous pouvez investir et du coup sur l'achat de votre appartement. Et après, point important, vous avez aussi tout ce qui est la partie notamment de l'immobilier.
on se demande s'il n'y a pas une baisse aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas attendre c'est ça, on peut se dire, tiens, finalement, pour investir peut-être à la fin de l'année ou l'année prochaine. Et il y avait le taux d'usure aussi. Hein. Bon, on a vu que ça a été, le calcul a été modifié pour être un petit peu plus souple, qui bloquait aussi pas mal de dossiers. Exactement, totalement. On est sur un niveau de taux d'usure qui est assez élevé, le plus élevé qu'on ait pu connaître. Et on voit bien que selon une étude récente de l'IFOP, seulement 9% des jeunes ont placé cette priorité de justement devenir propriétaire dans leur première place dans les 5 premières années à venir. Donc, il y a un petit peu un changement 9% maintenant. 9% seulement, c'est peu. Oui, exactement, c'est peu, oui. C'est peu, effectivement. Et puis on pourrait parler aussi, on réfléchit pas mal en ce moment au gouvernement pour savoir ce qu'on fait sur le calcul du taux d'endettement, mais bon, ça concerne ça pas forcément non plus les jeunes actifs. 9%, moi je reste sur ce chiffre. En revanche, du coup, il y a des jeunes actifs qui se disent « Et pourquoi pas finalement commencer par de l'investissement locatif ?» Et certains le font. D'ailleurs, j'achète un petit appartement, je le rénove ou pas s'il est en bon état, je commence à avoir des loyers qui finalement vont constituer mon apport plus tard pour l'achat de ma résidence principale. Qu'est-ce qu'on doit avoir en tête quand on se lance dans ce type de montage, par exemple? Plusieurs choses, j'en pense à 5 de tête comme ça. Premièrement, sur le dispositif, est-ce qu'on choisit LMNP, est-ce qu'on choisit de la SCI? Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on précise ces sigles, Xavier, pour ceux qui ne sont pas familiers. LMNP, loueur meublé en non professionnel, c'est ça. Et SCI, du coup, Société Civile Immobilière. C'est vrai que quand on va percevoir des loyers, en fait, ça va augmenter les impôts sur les revenus. Ça, il faut l'avoir quand même en tête. Souvent, on peut peut-être l'oublier. Deuxième point à avoir en tête, c'est notamment sur la réglementation de DPE, donc tout ce qui est la rénovation énergétique des immeubles. On le sait, tous les appartements classés E, F et G, s'ils veulent être vendus ou mis en location, devront faire des travaux d'ici un horizon assez court. Donc forcément, ça va prendre en compte. Troisième point à prendre en compte, c'est notamment la localisation. Est-ce que l'immeuble ou l'appartement qu'on peut acheter est bien situé et va se louer facilement? Et quatrième point, est-ce que vous avez le temps de le gérer? Parce que forcément, avoir un locataire, ce n'est pas la vie toute rose. Vous avez parfois des départs de locataires, vous avez le syndicat à gérer, vous avez les travaux aussi à gérer. Donc, c'est des choses qui prennent pas mal de temps et je ne sais pas si tout le monde est capable de garder ce temps et surtout d'avoir les compétences aussi dessus. Et enfin, dernier point, vu que vous avez été locataire sur votre partie de résidence principale, il faudra du coup un apport assez important ou des revenus assez conséquents pour pallier le fait de ne pas être propriétaire sur votre résidence principale. C'est ça. Donc, exactement. Beaucoup de contraintes. C'est vrai quand on y réfléchit. Et DPE, pareil, on va expliquer tous les cycles pour ceux qui ne seraient pas familiers. C'est le fameux diagnostic de performance énergétique qui devient de plus en plus important. Xavier l'a dit très bien. Passé un certain stade, il faut rénover, sinon on ne peut plus louer. Et ça, c'est très compliqué. Alors, on a parlé acquisition, détention d'immobilier en direct, en physique. On a vu qu'il y avait de la contrainte. Il faut un petit peu de temps. Il y a quelquefois des ennuis. Alors, finalement, pourquoi ne pas aller sur d'autres types d'investissements en immobilier? Est-ce que vous pouvez les énumérer pour nous? Oui, bien sûr, effectivement. Donc, on peut soit passer par de la pierre papier. Qu'est-ce que c'est en fait la pierre papier? Parce que je pense que tout le monde n'est pas familier, notamment vos téléspectateurs. Plutôt que d'acheter en fait un appartement, on va acheter une part d'un fonds qui lui-même va investir dans plusieurs immeubles. Du coup, vous êtes sur une gestion qui est totalement clé en main. Vous vous occupez de rien du tout. Ça, c'est bien. C'est pas mal. Vous avez 3 grandes possibilités. La SCPI, donc Société Civile de Placement Immobilier, où là, du coup, vous allez être sur 100% d'immobilier physique, donc sur des immeubles, et vous allez percevoir des loyers. Donc, vous allez avoir un revenu complémentaire de façon trimestrielle ou mensuelle. Donc, ça peut être intéressant, surtout au vu du contexte actuel. Ça va vous permettre aussi de diversifier le risque, parce qu'on va aller sur des différents secteurs que vous n'aurez pas forcément accès, et aussi des zones géographiques où vous n'avez pas forcément accès. En termes de secteur, je pense notamment à l'hôtellerie, commerce ou encore du bureau, où c'est vrai, normalement, quand on est particulier, on fait plus du résidentiel. Et aussi des expertises de niche. Comme je le disais, Swiss Life Asset Manager, France, l'un des leaders européens en immobilier. Du coup, on a des expertises que vous n'aurez pas forcément accès. Je pense notamment à l'hôtellerie de plein air. Qu'est-ce que c'est? C'est du camping. C'est camping, hein, c'est ça. Exactement, c'est ça. Ça fait sourire, mais le camping, ça parle à tout le monde. On voit que depuis à peu près, bien, hein. ça marche bien. Il y a une réelle conscience écologique en ce moment des Français qui se développe. On se pose peut-être un petit peu plus la question de est-ce que je vais voyager pour 3 jours et prendre 2 heures de vol? On voit que maintenant, on va rester un petit peu plus en France. Vous avez une réelle montée en gamme aussi du camping aujourd'hui. Et moi-même, quand j'étais plus jeune, je faisais du camping avec mes parents. Écoutez, voilà. Donc, en tout cas, c'est une façon de bien connaître aussi ces secteurs. Donc, on a des expertises un peu spécialisées pour les CPI. Exactement. Deuxième aspect, du coup, que vous retrouvez sur la pierre papier, c'est notamment l'OPCI, donc Organisme de placement commun en immobilier. Où là, cette fois-ci, on sera sur une dominante immobilière physique. Et après, vous aurez aussi bien une partie financière. Donc, ça sera des placements un petit peu plus liquides.
Et vous aurez c'est là où frais... la double casquette de Swiss Life Asset Manager, elle est intéressante Exactement, aussi. c'est ça. Et vous aurez des frais qui seront un petit peu moins importants. Oui, on reste sur le marché de l'immobilier, donc forcément, quand vous souscrivez à ces fonds, vous avez des frais d'entrée dessus et on pourra y revenir un petit peu plus tard. Et enfin, le dernier produit est notamment la SC, donc la société civile, où là, du coup, vous avez un véhicule qui va être beaucoup plus flexible et qui aura des frais encore moins élevés que l'OPCI ou la SCPI. D'accord, bon, trois possibilités. Vous avez évoqué un thème intéressant, Xavier, dans votre réponse, c'était celui de la conscience écologique. Maintenant, justement, les jeunes actifs ont dit qu'ils ont cette conscience écologique chevillée au corps, qu'ils ont envie d'avoir une épargne qui ait du sens. L'immobilier, on est au cœur de ça, sur la rénovation énergétique des bâtiments, on vient de le dire, etc. Justement, comment Swiss Life Asset Manager prend en compte ces enjeux dans ses investissements? Oui, alors totalement. À partir de fin 2020, en fait, il y a eu la création du label ISR, donc investissement socialement responsable sur la partie immobilière. Et ça va permettre en fait, de garantir un cadre et un suivi sur notamment les 3 piliers de l'ESG, donc l'environnement, le social et la gouvernance. Ça va permettre du coup de différencier les produits, parce qu'on va avoir du coup les bons acteurs des moins bons acteurs. Et les locataires, on le voit aujourd'hui, cherchent justement des immeubles qui vont être labellisés ISR, parce que sur le long terme, la réglementation DPE, forcément, ça va impacter les locataires qui sont peut-être dans des passoires thermiques, et c'est ce que le gouvernement veut interdire. Vous avez aussi, ça va permettre de donner du sens à l'investisseur, parce que du coup, il va savoir concrètement à quoi va servir son argent. Nous, sociétés de gestion, ça va nous permettre de créer de la valeur, parce qu'on va regarder, en fait, chaque immeuble va avoir un business plan pour que justement, on puisse l'améliorer sur 3 ans, parce que le label ISR est justement sur 3 ans. On va chercher, en fait, nous, sociétés de gestion, à avoir une amélioration de notre parc immobilier sur les 3 ans du label ISR. D'accord. Et enfin, Swiss Life Asset Manager France n'a pas attendu en fait la création de ce label. Mais qu'est-ce que vous faisiez avant, quoi? Totalement, pour avoir des actions concrètes. Depuis 2009, on est signataire des PRI, c'est-à-dire des Principal Responsible Investment. Et l'ensemble de notre gamme immobilière sur le grand public est labellisé ISR. Bon, et je crois, vous parliez de sondage IFOP, c'est le sens, donner du sens à l'épargne. Deuxième critère, le plus important pour un jeune, derrière la rentabilité quand même, à long terme. Mais en tout cas, on voit que les deux sont de plus en plus importants. En tout cas, voilà, cette prise en compte des enjeux de la transition énergétique climatique. On l'a dit, il faut faire quand même, pour que tout soit très clair, un petit point sur les différences en termes de liquidité, d'accès, de frais de ces différents types de produits. On l'a dit, SCPI, OPCI et SC. Oui, totalement. Les 3 produits, du coup, vont être complémentaires entre eux. Ce pas forcément des produits qui vont être concurrents. Souvent, on aime bien les mettre en parallèle. Néanmoins, c'est des produits qui sont vraiment spécifiques et qui vont répondre à des critères qui sont différents. La SCPI, vous pouvez la souscrire aussi bien en direct ou la mettre dans un contrat d'assurance vie. L'OPCI, vous pourrez le mettre que dans un contrat d'assurance vie. Et la SCI, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas la souscrire en direct. En termes de frais, comme je le disais, sur la SCPI, c'est là où vous aurez les frais les plus importants, à peu près entre 10 et 12% sur le marché. L'OPCI et la SCI, vous serez sur des frais un petit peu moins élevés. L'OPCI en moyenne 3%, alors que la SC sera seulement de 2%. Pourquoi vous avez une différence de frais? Tout simplement parce qu'en fait, sur la SCPI, vous êtes 100% en immobilier physique. Donc, c'est les droits de mutation, les frais notariaux qu'on retrouve sur l'immobilier en direct. Bon, très clair sur ce point. Pour les jeunes actifs, ce qui est important aussi, Xavier, c'est l'accessibilité, ce qu'on appelle le ticket d'entrée. Concrètement, combien je suis obligé de mettre d'argent au début, on va le dire très clair, pour pouvoir souscrire à ces produits. De combien il est ce ticket d'entrée sur ces différents produits? C'est des produits qui sont très accessibles. Souvent, on a un peu cette image qu'il faut être fortuné pour investir dans des dans de la pierre papier. Alors, pas du tout. Par exemple, si on prend notre SCPI ESG Pierre Capital, le minimum d'investissement est 205 €. C'est plutôt accessible, je pense, pour la plupart de vos téléspectateurs. Pour l'OPCI et la SCI, comme vous l'aurez compris, c'est par le biais du contrat d'assurance vie. Et notamment chez Boursorama, le minimum du contrat d'assurance vie, c'est 300 €. Donc là aussi, ça reste plutôt accessible. Et enfin, vous avez la possibilité de faire des versements programmés. Qu'est-ce que c'est les versements programmés? En fait, vous choisissez d'avoir un versement soit mensuel ou trimestriel du minimum d'une part, donc de 205 €. 205 € sur un trimestre, ça reste là aussi plutôt accessible pour la plupart de vos téléspectateurs. Comme ça, on épargne sans y penser. Exactement, petit à petit. C'est le bon réflexe à avoir. Alors, on l'a dit, des produits qui sont intégrables dans l'assurance vie, ça va intéresser pas mal de monde. Justement, dans le cadre d'un produit comme l'assurance vie, et bien sûr, je mets les conditions d'usage, ça dépend de plein de paramètres, votre appétence au risque, mais est-ce que quand même, à titre d'exemple, on peut donner une idée de pourcentage global sur la partie immobilière qu'on peut avoir au sein de son contrat d'assurance vie?
C'est vrai que c'est toujours une question un peu touchy à Voilà, donc répondre. c'est pas un exemple, c'est pas votre cas particulier, c'est une estimation, on va dire, un peu générale. Mais je dirais entre 30 et 40%, D'accord. en sachant qu'il faut toujours bien garder en tête l'horizon de placement recommandé des fonds. On est sur de l'immobilier, on est sur du long terme, il y a des frais, donc il faut laisser le temps au produit de faire sa performance et de délivrer de la performance. Et bien sûr, diversifier et ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Conseil de bon sens. Quand on dit long terme, Xavier, on pense quoi? Au minimum 5, 6, 7, 8 ans? 8, 10 ans. Voilà, important de bien garder cet horizon d'investissement en tête. 8, 10 ans pour les supports immobiliers. On arrive presque au terme de cette conférence. Finalement, s'il fallait synthétiser tout ça en 2, 3 conseils très pratiques, très simples pour se lancer, qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, premièrement, je dirais commencer tôt. On l'a vu, mais par exemple, avec le contrat d'assurance vie, ça a une enveloppe fiscale, vous savez, qui vous permet d'avoir un avantage fiscal au bout de 8 ans. Donc, c'est pour ça que commencer tôt, ça peut être intéressant. Deuxièmement, sur l'assurance emprunteur, on sait que l'un des principaux critères repose sur l'âge. Donc, forcément, si vous êtes jeune, vous aurez un taux qui sera plus faible que si vous commencez peut-être à 45 ou 50 ans. Troisième point, vous avez bien sûr cette partie toujours de diversification et surtout cette partie de long terme. On est sur de l'immobilier, comme je le disais juste avant. On est sur du long terme, on n'est pas là pour faire des allers-retours entre 1 et 2 ans. Il faut laisser le temps au produit d'amortir les frais. Voilà, et c'est pour ça qu'il faut commencer tôt. Tout ça fait parfaitement sens. Voilà, merci beaucoup Xavier pour ces explications très concrètes. Je pense que ça a donné plein d'idées et des bonnes pratiques aux jeunes investisseurs qui veulent se lancer dans l'immobilier. Merci Xavier. Merci Laurent. C'est fini pour cette webconférence. Vous pouvez retrouver plein de choses, plein d'infos, plein de précisions complémentaires sur le stand de Swiss Life Asset Manager France. Donc allez-y, ils sont là pour vous répondre. Pour les autres, on reste ensemble pour le Bourse Live. Ça va être le moment d'Ecorama, mais on se retrouve en début d'après-midi pour une conférence où on parlera d'ESG et Private Equity. Là aussi, plein de choses à apprendre. Merci beaucoup et à tout de suite. Enfin, à tout à l'heure.